Ce week-end à Spa-Francorchamps, beaucoup de pilotes se sont donné rendez-vous au Raidillon et ce n'était pas de leur volonté que de s'y arrêter. Personne ne s'est fait vraiment mal et c'est le principal. Aujourd'hui, plus que jamais, et ce malgré la disparition d'Antoine Hubert il y a 2 ans à cet endroit, il y a une prise de conscience que quelque chose ne va pas ou ne va plus avec le fameux Raidillon de l'eau rouge. Des crashs au Raidillon, il y en a toujours eu et il y en aura probablement toujours. C'est ce qui fait la particularité de ce tracé que l'on adore tous, la vitesse, le dénivelé et surtout la notion de danger. Mais cette année, il y a eu probablement une prise de conscience par le grand public que ce Raidillon est dangereux, oui, mais inutilement dangereux. Et l'accident d'Antoine Hubert est encore très frais dans toutes les mémoires, ce qui nous oblige littéralement à serrer les fesses à chaque fois que l'on voit une ou plusieurs voitures impliquées dans un crash à cet endroit. En W Series, 6 voitures se sont empilées les unes sur les autres en haut du Raidillon après avoir perdu le train arrière dans la montée. Toutes les voitures étaient en pneus pour le sec alors que la pluie commençait à s'abattre. À partir de là, on joue au bowling à grande vitesse parce que aucune des voitures n'allait passer le Raidillon d'une manière ou d'une autre. L'accident en W Series est impressionnant, mais un peu plus tôt dans l'année, lors de la mythique course des 24 heures de Spa, on a eu droit à un carambolage impliquant 4 voitures, Aitken se faisant percuter à 2 reprises après avoir percuté les pneus dans le Raidillon. Alors déjà là, on s'est pris une bonne dose de sueur froide, mais dans l'histoire du Raidillon, on a eu des perles vraiment pas jolies. En 2018, un proto en championnat du monde d'endurance est parti en looping. En 2014, pendant les 24 heures de Spa, énorme carambolage, et c'est sans compter les quelques fois où Jacques Villeneuve s'était dit que tenter de passer à fond le Raidillon en pneus usés était une bonne idée. On a malheureusement perdu des pilotes comme Stéphane Bellof en 85, prodige assuré qui détenait il y a encore pas si longtemps en fait le temps le plus rapide sur la boucle nord du Nürburgring. Bref, les accidents au Raidillon, ce n'est pas nouveau, il y en a des impressionnants chaque année avec plus ou moins de gravité. Mais pourquoi a-t-on autant d'accidents à cet endroit? La forme gauche-droite-gauche en montée du Raidillon de l'eau rouge provoque des sensations incroyables pour un pilote et pour les spectateurs. C'est ultra impressionnant. Sauf qu'on a un problème majeur, c'est la visibilité de ce qui se passe en haut du mur. On plonge dans l'inconnu à plus de 300 km/h en F1 et c'est ça le problème. Le deuxième problème, c'est le goulot d'étranglement donné à ce virage par le mur de pneus sur la gauche qui dans la plupart des cas fera rebondir une voiture qui a tapé directement sur la piste et pire encore, sur la trajectoire. C'est ce qui est arrivé à Aitken et quand d'autres voitures arrivent pleine balle à 250 parce qu'elles n'ont pas le temps de ralentir et voient au dernier moment où se trouve un objet immobile sur la piste, oui, on a de la chance d'avoir que des dégâts matériels et un blessé léger. Le circuit de Spa n'a pas attendu pour mettre la main à la pâte pour rendre plus sûr ce passage. En 2022, le circuit va ouvrir complètement à gauche le dégagement, permettant non seulement aux voitures qui prennent un coup de raquette comme Norris de taper plus loin et moins fort et surtout de ne pas se retrouver sur la trajectoire directement après le sommet du virage. Le dégagement à droite sera plus étendu et aura une zone avec un bac à gravier, alors cela pourrait permettre à la voiture en perdition de ralentir un petit peu plus, mais surtout une fois tapé le mur de pneus, la voiture rebondira mais ne glissera pas sur de l'asphalte pour se retrouver proche de la piste, mais sera probablement un peu plus stoppé, on va dire entre guillemets, par le gravier. Au final, le but de ces aménagements, c'est de faire en sorte qu'aucune voiture ne se retrouve immobilisée sur la trajectoire en haut du Raidillon, mais au moins 30 à 40 mètres plus loin, ce qui donnerait le temps de réaction nécessaire pour éviter un drame. Ces aménagements permettront d'éviter les crashs les plus graves, mais on aura toujours des cartons où des pilotes se feront mal dans ce virage. C'est certain et cela fait partie de la course. Comme le dit parfaitement Russell, quand vous roulez à 300 km/h, c'est dangereux quoi qu'il arrive. Ces aménagements permettront normalement aussi à la MotoGP de revenir sur ce mythique circuit et c'était une des volontés de la directrice du circuit, Nathalie Maillet, tragiquement assassinée cet été. Pour terminer, j'aimerais que l'on parle du tracé du Raidillon en lui-même. Pour les F1 et beaucoup de monoplaces, ça passe à fond. Les pilotes de F1 vous diront même que ce n'est pas un virage. Mais alors, est-ce que justement il n'est pas là aussi le problème? C'est ce que Sébastien Vettel a soulevé, disant que le Raidillon était devenu trop facile pour les voitures modernes et que peut-être les F1 allaient trop vite dans cette section. Alors moi je trouve ces propos super intéressants car ce qui faisait la bravoure de ce virage, c'est qu'avec les anciennes F1, il y a au moins 20 ans si ce n'est plus, vous ne pouviez pas passer à fond tout le temps. En qualification, oui, mais en course ou en simulation de course, ce n'était pas le cas. Est-ce que l'on n'a pas perdu justement ce défi de se dire pendant le week-end, je ne pourrai passer le Raidillon à fond qu'en qualif si je suis parfait. En GT par exemple, pour passer le Raidillon, on a besoin de lâcher légèrement. C'est plus tendu qu'en F1 et c'est de la bravoure. Alors, loin de moi l'idée de changer complètement le tracé du Raidillon,
mais la proposition de Vettel de le rendre plus fermé, un peu plus sinueux, je la trouve vraiment intéressante. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez justement dans les commentaires. Dernier point, c'est le rapport au danger dans ce virage. Hamilton espère que les nouveaux aménagements n'enlèveront pas ce sentiment de danger de passer le raidillon, et je suis bien d'accord avec lui. Est-ce que reculer un peu trop les pneus ne va pas faire tomber l'enchaînement dans un Paul Ricard-like? L'une des natures du sport automobile, c'est de jouer avec le danger. Il fut un temps où c'était carrément de défier la mort. N'oubliez pas que la notion de danger est propre à chacun, et pour les jeunes pilotes qui passent beaucoup de temps au simulateur, cela atténue probablement, beaucoup plus qu'on ne le pense, le sentiment de danger. Après avoir pris ce raidillon dans plein de simus et de jeux différents des milliers de fois, j'ai eu la chance de pouvoir le prendre en vrai, ce raidillon, au volant d'une Nismo GT-R en mars dernier. 600 bourrins et 2 turbos, t'es pas dans une voiture mais littéralement dans une fusée parce que le V6 tu peux pas l'entendre à cause des turbos qui sifflent. Ce qui m'a fait le plus peur, c'est pas le raidillon en lui-même, c'est la descente depuis la source. J'ai pas fait le malin non plus, je vais pas vous le cacher, je l'ai passé à 140-150, mais dans ce raidillon, à aucun moment je ne me suis senti en danger. Parce que oui, après l'avoir pris des milliers de fois en simu, c'était comme à la maison, mais où tout bougeait. En revanche, je pense que ça n'aurait pas été la même chose s'il y avait encore de l'herbe ou du gravier. On a vu les pilotes de F1 l'année dernière devoir piloter justement un cran en dessous de la limite au Mugello, car l'erreur se payait cash immédiatement. Et là vient aussi le fait d'habituer des pilotes à avoir droit à l'erreur avec des dégagements en asphalte, les poussant inconsciemment à tenter toujours plus, car après tout, ils ont de quoi se rattraper. Le plus intéressant si vous lisez les biographies d'anciens pilotes de F1 comme François Severn, Niki Lauda ou Stirling Moss, c'est qu'ils ne parlent que très rarement de devoir rouler plus vite. Ils parlent tout le temps en revanche de ne pas faire d'erreur. Alors aujourd'hui, on a inversé ces deux concepts, rouler plus vite, quitte à faire des erreurs. Et malheureusement, on se rend compte parfois trop tard que l'erreur peut faire très mal. On parle toujours du danger des F1 dans les années 80, tellement c'était des monstres, pas du tout safe, pas du tout sûrs. Je pense sincèrement que les F1 de 2017 à aujourd'hui seront vus exactement de la même manière d'ici quelques dizaines d'années. Peut-être que trop, c'est trop. Prendre le raidillon à 300 km/h devrait être une prouesse une fois dans un week-end, pas une normalité après 2 tours en essai libre 1 le vendredi matin.